Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle partie que j'ai jouée en réel qui correspond à la toute première partie que j'ai jouée en 2022 lors du championnat suisse par groupe. Alors, le championnat suisse par équipe, dont vous avez pu voir les premières parties sur la chaîne où on a été jusqu'au match de promotion qu'on a malheureusement perdu, c'était le championnat suisse par équipe. Et quelle est la différence au-delà du calendrier? C'est que le championnat suisse par groupe, il y a un nombre impair d'échiquiers. Donc, en l'occurrence 5 dans la ligue où nous sommes, qui est la Ligue 2. Et ça change quand même un petit peu la donne parce que l'équipe qui joue à domicile a un avantage supplémentaire, puisque le premier échiquier est avec les blancs, puis après il y a l'alternance, donc du coup, il y aura un échiquier de plus avec les blancs pour l'équipe qui joue à domicile. Donc c'est les petites différences qu'il y a entre les deux championnats. A noter que la Fédération suisse des échecs, à l'époque, avait décidé de ne pas mettre de promotion ou de relégation à cause des mesures Covid qu'il y avait eu pendant cette période. Donc du coup, on n'a pas cette pression de se dire qu'il faut absolument gagner ou bien ouais, si on peut faire de la promotion ou bien éviter la relégation. Ça, il n'y a pas ces problèmes-là. On peut jouer librement sans penser à ça. Et du coup, moi, pendant cette période-là, je vous avoue que j'étais assez fatigué. J'ai voulu faire un petit break avec les échecs. Également aussi par rapport à mes études, parce que j'étais en études d'ingénieur. Et j'avais mes examens qui arrivaient. Et, si vous voulez, notre capitaine m'a envoyé un message. Et m'a dit, écoute, est-ce que tu peux jouer cette ronde-là? C'était la deuxième ronde, donc la première, je ne l'ai pas jouée. Il m'a dit, écoute, c'est la deuxième ronde. Elle est à domicile, elle est chez nous. Est-ce que tu peux jouer? Parce que si tu peux pas jouer, je dois mettre un forfait. Et je m'étais dit, bon, si c'est à domicile, ok, je viens jouer. Je lui ai dit, écoute, je vais essayer de me réentraîner parce que c'était au milieu de la semaine. Je vais essayer de me rentraîner comme je peux. Je sais pas trop dans quel état je vais être. Je vois qu'il me met au premier échiquier. Donc on arrive, c'est le 22 janvier. Et je vois l'équipe adverse, qui est l'équipe de Trubschachen, qui est un village dans la vallée de Lucerne. Je vois qu'ils ont une maître feed. Et je joue contre elle au premier échiquier, contre Yana Ramseyer. Alors vous voyez son classement 2054, c'est pas un classement extraordinaire. Donc elle est plus sur la pente descendante. Voilà, c'est une dame qui est assez âgée maintenant. Mais quand elle était plus jeune, elle a atteint 2300 points feed, forcément, vu que pour être maître feed, il faut atteindre ce classement. Et actuellement, elle a 2100 feed. Donc ça reste quand même une joueuse à prendre au sérieux. Et dans ma tête, je me dis, bah c'est bien parce que, si vous voulez, pendant le championnat suisse par équipe, au niveau des ouvertures, moi j'essaie d'apprendre certains patterns, j'essaie d'apprendre certaines ouvertures. Et à chaque fois, les joueurs m'ont quand même mis des ouvertures un peu moins connues. Et je me suis dit, bon voilà, je suis face à une maître feed. Donc j'envoie E4 au premier coup. Et dans ma tête, je me dis, bon bah qu'est-ce qu'elle joue? E5, C5, je sais pas, une grande ligne peut-être, je sais pas, la française, la carocane. Mais non, elle me joue G6. Je vous avoue que quand j'ai vu ce coup sur l'échiquier, je me suis dit non, t'as pas le droit, t'es maître feed, t'as pas le droit de jouer ça. Mais fort heureusement pour moi, et malheureusement pour elle du coup, bah, Peter Niffeler à la deuxième ronde m'avait également joué la moderne. J'avais joué très agressif et ça avait payé. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas retenter, hein, c'est pas parce que c'est une maître feed que je vais la respecter. Donc j'envoie des 4, fou G7, C4, D6 et F4 avec donc l'attaque des 4 pions. Qui déjà montre d'une certaine manière, ouais, t'es maître feed, mais je vais pas me dégonfler. Je vais jouer mon style, je vais jouer agressif, tu veux jouer défensif, donc je sais également que ces joueurs qui jouent défensif, si on développe classiquement ces pièces, en fait, on n'arrive rien à faire. Et je sais que les pions sont importants pour pouvoir évoluer. Elle joue cavalier F6. Ok, logique, elle attaque le pion E4, donc je le défends cavalier C3. Elle rock. Et je joue cavalier F3. Donc jusque-là, rien de... rien d'anormal. Et là, elle me joue déjà un premier coup un peu suspect, elle me joue cavalier C6. Pourquoi c'est suspect? Parce que Peter Niffeler m'avait joué C5, qui est un coup assez logique parce qu'on veut contrer au centre. Et en jouant cavalier C6, bah, elle se prive quand même de ce coup C5. Et je réfléchis une première fois pendant la partie, alors pas très longtemps. Je me dis,
Est-ce que j'essaie tout de suite d'envoyer du H3, G4 et d'envoyer l'attaque à outrance comme je l'avais fait face à Peter Nifeller? Et je me dis non, c'est encore trop tôt, c'est que le 6e coup. Développe-toi tranquillement et on verra. Je fais fou E2. Elle joue cavalier D7. Je me dis, mais elle joue passivement quand même. Et déjà, l'ordinateur donne déjà un bon avantage pour les blancs, plus 1,5. Et je me dis, bon, ok, elle va certainement vouloir contre-attaquer au centre avec E5. Mais c'est un peu mou, je trouve. Et là, j'hésite à envoyer G4 à nouveau, vu que le fou ne contrôle plus cette case. Et finalement, je me dis, nah, I will just castle. Et je rock. Je me dis, peut-être j'ai un peu trop respecté l'adversaire. Mais je me suis dit, il faut quand même respecter un peu les principes. Je suis face à une maître fit. Si je fais la moindre petite erreur avec le roi au centre, je vais pas m'en sortir. Donc, rock, et puis tu verras après. Joue simple, quoi. Agressif, mais simple. Et là, à nouveau, elle joue E6. Je comprends pas, en fait. Je me dis, mais pourquoi E6 Pourquoi E6 je comprends pas. Bon, moi, je me développe. Hein, je ne perds pas trop de temps. Je fais fou E3. Et je joue cavalier E7. Et finalement, du coup, elle veut jouer une sorte de méthode Ruiz. Donc, le but, c'est de jouer B6, A6, H6, fou B7. C'est ce qui caractérise la défense Ruiz. Ou la défense hippopotamus. Mais avec 2 temps de moins. Et déjà que de base, la défense Ruiz, elle n'est pas recommandée. Mais là, avec ce cavalier qui est en E7 et celui-là qui est en D7, il y a 2 temps de moins. Donc, je me dis, mais c'est pas possible, là. Ok, moi, j'essaie de regarder déjà comment est-ce que je peux manœuvrer une attaque. Et je me dis, je vais jouer le coup classique lorsqu'on avance le pion F, qui ouvre cette diagonale. Je joue dame E1. Je me dis, je peux amener la dame soit en G3, soit en H4, pardon. Et je vais pouvoir attaquer du côté de l'aile roi. Et elle joue tour E8. Alors à ce moment-là de la partie, on est au 10e coup, on a déjà concédé beaucoup de temps. Moi, il me reste 1 heure et 9 minutes. Et elle lui reste 52 minutes. Donc, pour une ouverture, on a déjà concédé beaucoup de temps les deux. Là, j'avais hésité entre 3 coups pendant la partie et je m'en veux un peu parce que j'ai choisi le moins bon des 3. Alors, c'est pas un mauvais coup que j'ai fait, mais le premier coup que j'avais regardé, c'était tour D1. Je me dis, ok, je respecte les principes, je mets ma tour sur une colonne centrale, je défends mon pion D4 au passage, toutes mes pièces sont développées, et finalement, je peux ensuite jouer mon jeu. Et l'autre coup que j'avais pensé, c'était fou F2. Avec l'idée de mettre le fou en H4 et de clouer son cavalier. Et finalement, elle se retrouve pas mal paralysée. Je vais y arriver. Et finalement, j'ai déjà voulu être un petit peu trop gourmand et j'ai envoyé tout de suite la dame à l'attaque. J'ai joué dame H4. Ok, bon, elle joue cavalier F8, ça je m'y attendais. Vraiment, elle joue un setup ultra défensif. On est au 12e coup. Elle n'a pas encore joué un seul coup sur la 5e rangée. Elle reste bloquée sur ces 3 rangées. Donc déjà, au niveau de l'espace, j'ai déjà un espace quand même qui est important. Je joue sur 4 rangées. Et elle joue sur 3 seulement. Mais je sais aussi qu'avec toutes ces pièces en défense, mes propres pièces à l'attaque, ça ne suffira pas. Donc je me dis, écoute, envoie. Et j'envoie G4. Et mon adversaire joue assez rapidement le coup F5. Et on se retrouve dans une première position critique. Donc j'ai 2 solutions. La première solution que j'ai, c'est de prendre. Et la deuxième, c'est d'avancer. Alors j'ai regardé la prise en premier lieu. Alors j'ai pas regardé plus que ça si elle pouvait reprendre du pion G, parce que reprendre du pion G, ça ouvre la colonne G, on peut faire des idées à base de roi H1, tour G1, tour G2, tour AG1. On commence à avoir beaucoup de pièces, on aurait les 2 tours, la dame, potentiellement le cavalier qui peut arriver, le fou. Ouvrir la colonne G, ce serait du suicide, donc j'ai pas regardé plus que ça, mais je me suis dit, elle peut reprendre du pion E. Je me dis, je peux pas reprendre.
Parce que si je reprends, il y a cavalier prend F5. Et il y a la fourchette dame fou. Je suis obligé d'échanger les dames et de reculer le fou. Mais après, elle peut sortir son cavalier, cavalier E6, et finalement, en très peu de temps, elle a réussi à bien s'en sortir. Ses cavaliers sont actifs. Et sans les dames, j'ai plus d'attaque. D'ailleurs, déjà là, l'ordinateur donne un bon avantage pour les noirs. Donc je me dis, ok, je dois pas prendre. Donc je dois pousser. Je me dis, elle peut pas vraiment prendre, parce que si elle prend D prend E5, j'ai F prend E5. J'ouvre cette diagonale pour le fou, cette case F6 qui me fait de l'œil. J'ai peut-être des idées de fou G5, fou F6 qui peuvent arriver. Cette colonne qui s'ouvre également. Là, c'est trop dangereux. Donc elle peut pas prendre, elle doit jouer D5. Et je m'étais dit, pion prend, cavalier prend. Le souci, c'est que maintenant, ma dame, elle est en prise. Et j'ai pas vraiment le choix d'échanger les dames si je veux rester agressif. Donc dame prend, tour prend. Et depuis la position que vous voyez en bas à droite de votre écran, j'avais calculé jusque-là. Et je m'étais dit, ouais, il n'y a pas grand-chose finalement. Alors je me disais, je dois être mieux, mais de là à être beaucoup mieux, voire gagnant, j'avais des doutes. Mais je pense maintenant que vous avez la position sous les yeux, vous voyez une tactique qui permet de remporter du matériel. On peut en fait échanger les cavaliers. Cavalier prend, tour prend. Et jouer fou C4 pour effectuer un clouage qui m'aurait permis de remporter une qualité. Après, il y a toujours fou E6. Là, le meilleur coup, c'est de jouer cavalier G5, mais admettons qu'on veuille prendre. Fou prend, fou prend. Finalement, avec la position sous les yeux, alors, oui, je dois être mieux. Bah oui, forcément, je suis mieux, j'ai une qualité d'avance. Mais finalement, ce fou en D5, il est monstrueux. Mon fou E3 est mauvais. Mon cavalier, je vais devoir le mettre sur une case passive, alors que lui, son cavalier, elle va pouvoir le mettre en E6 où il sera bien placé. Et finalement, j'ai peu de jeux. En fait, son fou D5 est monstrueux. Et je trouve dans cette position vaut l'une de mes tours. Donc, même là, alors, je pense qu'au fur et à mesure de la partie, ça peut évoluer en faveur des blancs, mais il faut quand même être assez précis, là, c'est pas encore gagné d'avance. Donc voilà, je vois tout ça au loin, et je regarde G5 maintenant. Je me dis G5, intéressant, je prends de l'espace, je me dis je peux peut-être reculer la dame, jouer H4, H5, et commencer à dynamiter la position. Et si elle prend, je me dis je fais cavalier prend E4, et j'ai la case F6. Et là, ça devient très intéressant. Si je peux jouer là, je joue un coup au bol pour les noirs, admettons, je fais ça. Cavalier F6, elle doit prendre, parce que je fais le fourchette, donc elle doit prendre, fou prend, pion prend. Et là, ce pion devient monstrueux, et après qu'elle bouge le cavalier, alors il faut encore réussir à voir comment est-ce qu'on se faufile, mais ce pion-là, il est très très dangereux. Donc ça c'est dans les idées, hein, mais dans les idées, j'avais des choses comme ça. Donc je me dis finalement, depuis F5, je me disais dans ma tête, G5 est plus agressif et peut lui poser plus de problèmes. Donc je me dis, j'envoie G5. Et surtout, je garde les dames. Donc, je me dis, allons-y. Elle réfléchit un petit instant. Et elle me joue F prend E4. Je prends E4. Et là, sans doute que vous voyez, mais je l'ai raté dans cette position. Et elle joue cavalier F5. Bah, évidemment. Bon, je dois faire dame F2, ça je réfléchis pas trop longtemps, j'ai pas le choix. Et fou D7. Et là, je sens que j'ai en fait laissé passer une première chance. Parce que maintenant, son cavalier en F5 est monstrueux. J'ai pas de pion pour chasser ce cavalier. Et je vois pas comment est-ce que je peux attaquer. J'ai regardé H4 avec l'idée de jouer cavalier H2, cavalier G4, puis d'aller chercher cette case F6 qui est la case faible dans sa position. Avec le cavalier en E4, c'était mon idée. Je me dis, essayons d'appuyer sur cette idée. Le problème, c'est qu'il y a fou C6. Elle attaque mon cavalier. Soit je le défends, mais elle pourra l'échanger quand elle le veut. Soit je dois reculer et puis mon plan tombe à l'eau. Là, je suis un peu sonné. Et un peu à contre-cœur, je joue cavalier G3. Je me dis que son cavalier en F5, c'est sa pièce la plus forte. Donc je dois éliminer cette pièce-là. Quitte à ce que mon cavalier E4, finalement, il est pas si fort que ça, il va se faire chasser. Donc autant en profiter pour éliminer sa pièce la plus forte. Et là, j'ai fait un truc
assez malin, psychologiquement. J'ai fait ça. Alors, j'ai pas physiquement pris l'échiquier, puis j'ai tourné l'échiquier, hein, non, non, ça ce n'est pas permis, évidemment, mais je me suis levé, et je me suis placé de son point de vue, et je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'elle peut faire, elle? Et finalement, en regardant la position de son point de vue, je me dis, son cavalier F8 est pourri, son fou G7, il est bien placé, mais il est quand même emmuré par ce pion. Ok, ce fou-là peut assez rapidement s'activer, mais je vois pas d'attaque immédiate, je vois pas d'évolution même sur le moyen terme qui sont vraiment percutantes. Donc je me dis, ouais, finalement, je suis pas si mal que ça dans la position. J'ai même un léger avantage. Et ça me relance un petit peu quand même de me dire ça. Ok, bon, la position est équilibrée, la partie continue. Elle décide de prendre le fou en E3. Je prends. Elle joue fou C6. Jusque-là, rien d'anormal, j'avais vu tout ça. Je joue tour AD1. Finalement, je me dis, ce fou quand même sur cette diagonale, à terme, si je veux pousser le pion B, il faut que j'écarte cette tour. Et finalement, cette tour en D1 est bien placée sur une colonne centrale. Et en plus, elle défend ce pion D4. Elle prend mon cavalier, fou prend F3. J'ai un tout petit peu hésité à jouer fou prend ou dame prend. Et je m'étais dit pendant la partie, possible que tour prend soit le meilleur coup de l'ordi. Et effectivement, tour prend F3 est le meilleur coup. Je pense que c'est pour coulisser un peu plus facilement sur la troisième. Mais j'ai pas joué ça, j'ai joué fou prend, j'ai joué le coup qui est le plus logique. Finalement, mon fou se replace, il tape maintenant sur cette diagonale. Et tout logiquement, elle joue C6. Et là, je réfléchis un peu à ce que je dois jouer. Et là, un grand merci, s'il regarde cette vidéo, à Joachim Muhammad, parce qu'il avait sorti une masterclass sur les fous de couleur opposée, où il dit la base, c'est de mettre les pions sur la couleur du fou de l'adversaire. Et du coup, en sachant ça, le premier coup que je regarde, c'est B4. Et B4, je me dis, c'est intéressant, parce que non seulement je respecte ce principe-là, mais en plus, j'empêche sa dame de venir en A5. Où elle pourrait être gênante. Elle commencerait à taper ici, elle serait bien placée. Donc j'envoie B4. Et je me dis, ok, la position, elle est quand même bien pour moi, j'ai plus d'espace. Elle joue D5, je joue C5, et elle joue A5. Dans cette position, après A5, au loin, quand j'avais joué B4, j'avais pensé à jouer A3. Mais finalement, je me suis résilié parce qu'après pion prend, je m'étais dit, est-ce qu'à un moment, je peux revenir contester la colonne A? Mais après tour A4, tour B1, je m'étais dit également dans ce sens-là, avec l'idée de jouer B5 et de dynamiter la position et d'ouvrir la colonne B. Mais le problème, c'est que mon pion D4 commence à devenir une cible. Et finalement, j'aimais pas trop ça. Donc plutôt que de jouer A3, j'ai joué tour B1 dans cette position. Avec l'idée de contrôler moi aussi une colonne semi-ouverte, voire ouverte. Vous verrez par la suite. Mais il y a un coup stratégique très intéressant que j'ai pas pensé durant la partie, mais qui est pas facile. Hein. C'est en fait de se dire, donne pas de contre-jeu à ton adversaire sur l'aile dame. Et le coup c'est B5. Et en fait, si elle prend le pion, on fait fou E2. B4 est le seul bon coup pour parer la menace, et fou B5. Et après tour E7 pour contrer l'attaque, H4. Et finalement, dans cette position, si on regarde attentivement, la tour, enfin, les deux tours ne font rien. La dame, elle est inactive également. Le cavalier, alors il peut venir en D7, mais il sera pas beaucoup plus actif. Et finalement, c'est les blancs qui ont la main sur la position. L'ordinateur, il donne des idées de H5, fou D3, peut-être d'écarter le cavalier et de mettre la dame en H3, et de tenter de dynamiter sur l'aile roi. Alors que, finalement, les noirs, ils ont où leur contre-jeu sur l'aile dame, maintenant qu'il y a toujours ce pion qui empêche la tour d'être active sur cette colonne. Si les noirs tentent de jouer B6, bah les blancs jouent C6. Il y a un pion passé, et là, ça devient très dangereux également. Donc, j'ai pas du tout pensé à ça. Bon, on donne un pion pour l'activité. J'étais certainement trop matérialiste encore à l'époque pour me dire que B5 était un coup. Mais finalement, je fais tour B1.
en me disant, bah, si elle dynamite en prenant B4, ce qu'elle a fait dans la partie, je fais tour prend B4, et si elle prend A2, je prends B7. C'est ce qui s'est passé dans la partie. Alors il nous reste plus beaucoup de temps chacun. Là on est au 24e coup. Et j'avais noté au 20e coup, au moment où j'ai joué B4, donc c'était ici, il me restait 19 minutes, et elle, 10 minutes, lorsqu'elle a joué D5. Et le rajout de temps, il est qu'au 40e coup, on n'a fait que la moitié des coups. Donc là, on entre gentiment, alors on n'est pas encore tout à fait dans le Zeitnot, mais il faut déjà se mettre en mode jouer une partie en rapide, alors que c'est compliqué. Et finalement, on arrive dans cette position. Je me dis, bah très bien, t'as ta tour active en A2. Moi, j'ai ma tour active en B7. Elle joue tour E7. Et la première idée que j'avais, c'était de jouer tour B1. Et de me dire, bah très bien, on échange une paire de tours. Ta tour peut-être était un peu moins active en E8 que la mienne en F1. Mais on va garder chacun une pièce active dans le camp de l'adversaire. Mais je marque une pause et je me dis qu'il y a quelque chose à faire. Et mettez sur pause de votre côté également et essayez de voir une tactique qui peut faire mal au noir. J'ai mis cette position à la fin de la partie à un des jeunes de notre club qui avait joué. Il a réfléchi 3-4 minutes, il n'a pas trouvé. Alors je vais vous donner la réponse. J'ai joué tour prend E7. Elle joue dame prend E7. Et là, je profite en fait de cet alignement pour dynamiter sur les rois et j'envoie F5. Et là, dans ma tête, je me dis ça, c'est le coup qu'il fallait. C'est le coup qui fait mal. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas ne pas prendre le pion. Parce que sinon, j'en sais rien, admettons cavalier D7. Là, il y a F6, bon, il y a déjà la fourchette. Mais au-delà même de la fourchette, si je joue, je sais pas, dame C7, bah, je fais F6 quand même. Le fou doit revenir en H8, le fou il est enterré, le pion F6 il est passé, le pion E6 arriéré devient très vulnérable, et là c'est très compliqué à défendre. Donc, pas le choix, elle doit prendre G prend F5. Et donc cavalier prend F5, et j'effectue la fourchette ici entre la dame et le fou. Et là quand même, il y avait quelque chose de critique à voir sur cavalier prend F5, et que j'avais calculé, c'était dame C7. Et je pensais qu'elle allait jouer ça. Elle m'a dit d'ailleurs après la partie qu'elle aurait dû jouer dame C7. C'est quoi l'idée? C'est que je peux pas prendre le fou. Pourquoi? Parce qu'il y a maintenant dame prend H2. Et ce serait ballot de perdre ainsi une partie d'échecs. Donc, ce que j'avais prévu, c'était cavalier D6. Et je me dis, mais c'est bien, ce cavalier qui était en G3, qui était assez passif, bah, il est en D6 où il est beaucoup plus actif. Il contrôle des cases. Il est très dangereux. Le pion E6, maintenant, il est arriéré et il est très faible. Je vais pouvoir l'attaquer. Et cette colonne F qui s'est ouverte. Et on avait regardé ça à l'analyse après, tour A4, tour D1, pour protéger le pion. Et elle avait réfléchi, alors assez peu de temps, hein, 30 secondes, 1 minute, et elle ne voyait pas de rupture pour les noirs. Et je vais vous donner une ligne d'ordi qui en fait dit que la position est nulle, et où c'est même les blancs qui doivent faire nul. Paradoxalement. Parce qu'en fait, les noirs ont le contrôle de ces deux colonnes ouvertes. Après dame B8. Même si on va chercher le pion E6, je donne la ligne d'ordinateur, la fou G4, dame B2, fou prend E6, échec, roi H8. Et ce que les blancs ont le mieux à faire, c'est après cavalier F7, roi G8, de faire nul de cette manière. Cavalier H6, double échec, roi H8, cavalier F7, et de forcer le match nul de cette manière. Il n'y a pas de possibilité pour les blancs de gagner. J'avais regardé cavalier D8, en me disant roi H8, cavalier prend C6, et finalement on se dit on est bien, parce que le cavalier revient défendre D4, D5 devient faible, mais en fait, il y a une combinaison pour les noirs qui leur permettent de s'en sortir, et même de gagner la partie, c'est de faire tour A3. Attaque la dame doit rester à la protection du fou, parce que le cavalier noir attaque le fou, donc dame E1, et tour A2. Et là, les menaces sont graves, parce qu'on menace avec les noirs, dame G2 mat, dame prend H2 mat en 2. Donc il faut impérativement contrôler ces deux cases avec les blancs, donc dame G3 seul coup, et du coup on doit donner la pièce. Et ce qui est terrible, c'est qu'on peut encore se dire, oui, mais il y a 2 pions pour la pièce, le pion C5, il est pas si loin de dame, on fait dame B8 échec, on échange les dames, dame prend, cavalier prend. Mais en fait, c'est terrible parce que les noirs, ils ont fou prend D4 échec, et ils peuvent aller gagner le pion C5. Et même encore, j'étais dans cette position, alors là, c'est très poussé, hein, c'est très très loin, là, on est au 39e coup, par rapport au 27e coup que vous voyez en bas à droite, et je m'étais dit, mais tour prend D5,
Et je me disais, c'est pas si évident encore. Même après tour pro H2. Parce qu'il faut savoir, le pion ici en H7, la case de promotion est blanche. Et le fou de l'adversaire est noir. Donc, le fou de case noire ne peut pas défendre la case de promotion si tout le reste s'échange. Si j'arrive à échanger toutes ces pièces-là. S'il reste donc juste le fou, je vais faire d'une autre couleur, le fou, ce pion, et même ce pion-là, il peut être échangé, et ben c'est match nul. Ça, on le verra lorsque je ferai la vidéo sur les finales de fou, je vous montrerai quelques exemples. Mais là, il y a encore une tactique, c'est tour à échec. Le roi n'a que ces deux cases, et dans les deux cas, il y a cavalier F4, et ça va gagner la tour. Là, c'est très très poussé, mais c'est pour vous dire, les noirs arrivent à s'en sortir, et les blancs, dans cette position, n'ont d'autre choix que d'accepter la nulle. Donc, dans cette position, sur Dame C7, elle pouvait s'en sortir encore, même si c'était compliqué. Mais elle a joué trop vite, elle a joué Dame D7. Bon, après, il lui restait plus que quelques minutes, je crois, il lui restait 6-7 minutes. Moi, il me reste 14 minutes. Et je me dis, bah, vu qu'elle a joué Dame D7, moi, je m'apprêtais à jouer Cavalier D6 tempo. Mais maintenant, j'ai le choix. Donc, j'essaie d'évaluer les positions au loin, lequel serait le mieux entre prise du fou ou contrôle de la case forte pour le cavalier. Et après 7 minutes de réflexion, donc je les rejoins autant, je me dis, mais finalement, ce fou, il est quand même gênant parce qu'il attaque ce pion et je dois à chaque fois garder un œil dessus. Donc je me dis, j'élimine cette pièce. Cavalier prend G7. Elle reprend, Dame prend G7. Alors juste pour l'anecdote, Dame C7 ici est le meilleur coup de l'ordi. Parce que finalement, on doit à nouveau parer le mat. Et il n'y a pas de bon coup vraiment pour le parer. Et après fou E2, en fait, roi prend G7. Et les noirs activent leur roi. Donc ça, c'est juste anecdotique. C'est la jouée Dame prend G7 qui est le coup humain. Et je fais fou G4. Je me dis maintenant, mon pion D4 qui était faible, bah, la pièce qui flinguait dessus, elle est éliminée. Et maintenant, c'est moi qui flingue sur le pion E6 qui est le pion arriéré. Elle joue le coup que j'attendais, roi H8. C'est quoi l'idée? C'est que maintenant, sur fou prend E6, il n'y a plus l'échec. Et cavalier prend, dame prend. Et il y a mat en 2, et à nouveau, l'activité de sa tour en A2 qui permet à la dame noire de rentrer en G2. C'est dommage parce qu'on n'est pas loin de mater non plus avec les blancs, mais on est trop court. Mais ça, j'ai prévu. Je joue tour F6. Je commence à sentir une aura. Je me dis, là, c'est bon. Déjà, depuis F5, je me disais, là, je tiens le couteau par le manche. Mais là, je me dis, là, je suis en train de la semer. Je donne des coups. Là, c'est moi qui donne les coups et c'est elle qui doit à chaque fois les esquiver. On est au 30e coup. Tour F6, je le joue avec 6 minutes. Je me dis, ok, qu'est-ce qu'elle joue? Est-ce qu'elle joue tour à échec ou est-ce qu'elle revient tout de suite en arrière? Elle joue tout de suite tour à 8. Avec 2 minutes à la pendule. Et là, ma première idée, c'était de faire fou prend E6. Mais le truc, c'est que tour E8, elle cloue le fou. Et je sais pas, je pense un peu la fatigue. Mais j'avais tour F7 dans la tête, mais au loin, hein. Mais en fait, je me dis, mais juste dame prend. C'est pas possible, tour F7. Et j'ai pas dame E5, parce qu'elle revient. Et là, je commence à me dire, non, je peux pas prendre E6. Non. Je me dis, non, c'est pas possible. Elle va quand même pas s'en sortir, c'est pas possible. C'est impossible, je dis dans ma tête, c'est impossible de s'en sortir, il y a un truc à faire. Il me reste 2 minutes, je réfléchis. Bah là, il nous reste plus beaucoup de temps, donc je dois réfléchir assez vite. Et je me dis, ok, je vais jouer dame F4. Je me dis, je vais pénétrer dans la position. Et je vais tenter de venir en D6 chercher les pions. Et en réalité, dame F4 est une gaffe. Parce que les noirs ont une possibilité de se défendre. Il fallait que les noirs jouent cavalier G6. Et sur dame D6, le bon coup, c'est tour G8. Et en fait, on va aller contre-attaquer le roi blanc de cette manière. Et après, fou prend E6, cavalier H4, important de venir en H4. Là, alors, le bon coup, c'est soit dame E5, soit dame F4 pour protéger le pion G5. Mais si on est gourmand et qu'on veut aller chercher la tour en G8, les noirs ont dame prend G5, échec. Et en fait, la dame noire va venir en G2. Et c'est échec perpétuel. Pour quelle raison? Parce que la dame va venir en E4. Même si avec le roi, plutôt que de faire F1, E1, on ferait F2, G3, la dame pourrait quand même venir en E4, elle est protégée par le pion D5.
Et finalement, aucune pièce blanche ne contrôle ces cases-là. Et la case G2, également, les noirs la contrôlent bien. Et le roi, il est cloisonné. Même si on se dit, ben, je fais roi F2 et je tente peut-être de venir en G3. Non, non. Dame G2. Roi E3, j'essaye. Non, dame E4. Et il n'y a aucune manière de... que l'une des pièces, la dame et la tour sont trop en avant. Il n'y a pas de possibilité d'interposer l'une des pièces aux échecs de la dame. Donc ça, c'était une jolie ressource, joli échec perpétuel qui était possible. Et du coup, dans cette position, vous vous dites peut-être, bah c'est quoi le bon coup alors si dame F4 est une gaffe? Et ben en fait, le bon coup, c'est H4. Et c'est hyper dur parce que ça fait, depuis que j'ai joué tour B1, si vous regardez, si vous revenez un peu en arrière, chaque coup c'était soit des prises, soit des menaces. Donc, se dire H4, ça menace rien. Mais finalement, la dame noire, elle peut pas beaucoup bouger parce que sinon il y a dame E5 et il y a des vis-à-vis désagréables sur le roi. Le roi ne peut pas bouger parce que si elle fait roi G8, il y a fou point E6 qui est sur échec et ça change tout. Le cavalier ne peut pas bouger parce que sinon le pion E6 tombe. Donc finalement, il n'y a que la tour qui peut bouger et puis elle doit rester sur la 8ème rangée, donc elle doit se balader par là. Et finalement, l'idée des blancs, c'est de faire H5, puis H6, de chasser la dame. Donc je vais montrer, hein, admettons les noirs attendent. Finalement, la dame doit bouger. Et ensuite, dame E5. Et là, le vis-à-vis, désagréable, apparaît. Et les noirs sont foutus. Mais c'est hyper dur, en fait, de se dire que c'est le plan, en fait. Surtout qu'il n'y a pas d'avantage matériel. Tu te dis, c'est la guerre depuis 10 coups. Et là, de se dire, ok, maintenant, c'est bon, je t'ai donné les coups qu'il faut. Toi, tu es... comment on dit, t'es assommé. Et là, il n'y a pas besoin de donner le coup final, il y a juste besoin de switcher et de se dire, ok, maintenant que la position est bien définie, je te domine stratégiquement. Et ça, en partie, c'est hyper dur. Donc moi, j'ai fait dame F4. Et je m'attendais à ce qu'elle joue cavalier G6 pour réactiver le cavalier. Elle met la main sur le cavalier, il lui reste 30 secondes. Elle le met en D7. Là, les gars, je commence à être un peu tremblotant parce que je suis sur le point de battre quand même une maître feed, ce que j'avais jamais réalisé en partie sérieuse. Je fais tour F7. Elle écarte la dame, dame G6, et je prends le cavalier. J'ai une pièce de plus, pardon. Et dans ma tête, à ce moment-là, je me dis, attends, après dame B1, qu'est-ce que je dois faire? Sur dame F1, elle peut jouer dame prend F1, roi prend F1, tour A4, peut-être contre-attaquer sur D4 que je ne peux pas défendre. Est-ce que je dois aller tout de suite prendre E6? Mais oui, parce qu'après tour prend D4, si je le prends pas, il y aurait attaque sur le fou, donc je dois faire fou prend E6, tour prend D4, tour D6. Je commence à regarder tout ça, je me dis, est-ce que sur dame B1, je dois faire roi G2 du coup, puis roi G3, puis fou F3 lorsqu'elle viendra sur la troisième. Je commence à me poser ces questions-là, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois bien faire? Et finalement, Yana Ramseyer appuie sur la pendule, elle arrête la pendule, et elle abandonne la partie. J'étais hyper fier de cette victoire. Alors c'est pas la partie parfaite, je vais vous mettre le rapport. Comme vous le voyez, il y a eu des turbulences, il y a eu des moments, j'étais totalement gagnant au début. Puis j'ai joué G5, ce qui fait qu'elle a égalisé. Et après c'était assez égal, mais c'est elle qui devait plutôt trouver les coups. Et finalement j'ai repris l'ascenseur. Il y a ce petit creux que vous voyez, ça c'est dame F4. Elle pouvait chercher un coup pour égaliser, qu'elle n'a pas vu. Puis, finalement, elle a raté ce coup qui m'a permis de remporter cette victoire avec 86% de précision. C'est pas parfait, mais c'est quand même un bon score. J'ai jamais été mal dans la position. Et aussi une victoire sur le plan moral qui fait du bien au niveau de l'équipe parce que pendant la partie, il y a eu 2 jeunes qui ont joué, l'un a gagné, l'autre a perdu. Il y a eu une autre défaite dans notre côté. Donc finalement, il y avait mon capitaine qui jouait au 2e échiquier et puis moi au 1er. Moi, j'étais pas sûr de la gagner cette partie. Et je regardais la position du 2e échiquier et je me disais, mais c'est foutu. Et finalement, lui aussi a retourné la situation, ce qui fait que l'équipe gagne 3-2. Alors,
Comme je l'ai dit, c'est anecdotique vu qu'il n'y a ni promotion ni relégation, mais ça fait toujours du bien de remporter une partie au niveau de l'équipe, ce qui fait que on a déjà notre victoire, et on se dit qu'on peut quand même jouer un petit peu le milieu du classement, ce qui serait déjà une bonne performance compte tenu du groupe dans lequel nous sommes. Voilà, du coup, pour cette vidéo, c'est terminé. Pour cette partie qui, pour l'anecdote, c'était après cette partie que j'avais décidé de lancer cette chaîne. Je m'étais dit, ben, je me dis j'ai quand même un bon niveau. Alors, c'est pas non plus un niveau extraordinaire, mais je me dis j'ai battu une maître feed. J'avais déjà cette idée un peu qui me tournait derrière la tête de me dire est-ce que je fais une chaîne YouTube, est-ce que je fais pas. Je me dis dès que tu termines tes études, ouvre une chaîne YouTube, ça te fera du bien. Et voilà, donc grâce à cette partie, me voilà ici en face de vous, et où je vais vous présenter encore d'autres parties, où je vais vous proposer encore d'autres contenus. Et en attendant, je vous dis bye bye, et à la prochaine, ciao ciao.